7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le politologue Olivier Roucan. Bonjour Olivier Roucan. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes politologue, enseignant-chercheur en sciences politiques, chercheur associé au CERSA, le Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. La bataille des retraites est entrée hier dans une phase aiguë. Alors on a vu que le gouvernement avait survécu aux 2 motions de censure déposées par les oppositions après le 49.3 jeudi dernier. Le projet de loi de retraite a donc été adopté. Normalement, c'est le soulagement qui devrait l'emporter au sein de l'exécutif. Or, c'est exactement le contraire. Le climat est plus tendu que jamais depuis le début de l'examen. On a l'impression que plus le texte avance et plus la contestation se radicalise, Olivier Roucan. Disons que le cheminement du texte a à chaque fois renforcé finalement les oppositions, puisque on a quand même utilisé une batterie d'instruments, ce qu'on appelle le rationalisme du Parlement et du vote de la loi, c'est-à-dire des contraintes, des outils qui permettent de contraindre les parlementaires dans leur délibération. Vous pensez notamment à l'article 47.1 par exemple, qui contraint 44.2, 44.3, 38 du règlement du Sénat, et puis évidemment tout ceci se terminant d'apothéose avec le 49.3. Donc ça remonte les partis d'opposition, et puis on se rend compte aujourd'hui que ce que l'opinion acceptait facilement dans les années 90-2000, l'usage du 49.3 est aujourd'hui perçu très majoritairement comme un outil antidémocratique. Alors comment vous l'expliquez ça, Olivier Roucan ? Je pense qu'il y a eu une évolution des valeurs, il y a des exigences aujourd'hui démocratiques qui sont plus fortes, et on voit que tout ceci va évidemment avec un décrochage par rapport aux institutions et par rapport au personnel politique. Donc il y a à la fois plus d'exigences démocratiques d'une partie de l'opinion, mais il y a aussi, il faut bien le dire, un rejet. Et dès qu'on parle d'un certain nombre d'instruments institutionnels ou politiques, une partie de l'opinion se braque, refuse et rentre dans la colère. Alors on voit un peu la situation politique des uns et des autres, à commencer par celle du président de la République. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire ? Est-ce qu'il n'est pas au seuil de l'empêchement politique ? Voyons un peu ce que va devenir le texte. On voit que les oppositions et Elisabeth Borne, la Première ministre, se tournent au même moment vers le Conseil constitutionnel. Alors qu'est-ce que les oppositions attendent du Conseil constitutionnel et qu'en attend la Première ministre ? Le Conseil constitutionnel, dès lors que l'on passe par une procédure de loi de finances rectificative, et c'était le cas, le 47.1. Oui, c'est une enveloppe budgétaire qui a été choisie pour les retraites. Il se prononce obligatoirement. Donc, il doit nous dire s'il y a la totalité ou une partie de cette loi est conforme ou pas à la Constitution. C'est le contrôle de conformité. C'est le contrôle de conformité qui, encore une fois, est automatique dès lors que l'on est sur une loi rectificative de finances ou une loi de finances. Donc, ceci, si vous voulez, est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a un risque d'ailleurs que le texte soit refusé ? Il semblerait que sur certains articles, il y ait des interrogations, mais on ne va pas faire le travail du Conseil constitutionnel avant lui, mais il semblerait que certaines dispositions ont un lien indirect. Il y a un risque de censure partielle. Avec le cœur du sujet, donc c'est ce qu'on appelle des cavaliers sociaux, et le Conseil constitutionnel pourrait décider donc de dire qu'ils ne sont pas conformes à la Constitution. Et puis il y a la question de la procédure qui a été suivie. Est-ce que le Conseil constitutionnel va estimer que cette procédure, pour ce type de texte, est là aussi conforme ou pas. Alors maintenant, les oppositions, elles aussi, saisissent le Conseil constitutionnel en ayant déposé une proposition de loi visant un référendum d'initiative partagée, le fameux RIP. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'abord dans cette proposition de loi et pourquoi ça doit aller au Conseil constitutionnel ? Le RIP, donc, c'est l'idée qu'il faut abroger finalement cette réforme. Et donc ça, c'est en gros le contenu de la loi, il faut l'abroger. Et le Conseil constitutionnel, dans la procédure qui a été mise en place entre 2008 et 2013, doit regarder le contenu de ce texte et là encore estimer si il est conforme à la Constitution. Et ensuite, il faut qu'il vérifie que les signatures des 1/5 des parlementaires qui présentent ce texte, tout ceci est bien valide. Bon. Quel est l'objectif des oppositions à travers ce référendum d'initiative partagée ? Est-ce que c'est d'apposer une sorte de légitimité populaire ? Si on parvient à rassembler pas loin de 5 millions de signatures, évidemment, ça a un poids politique très fort. Ou est-ce que ça n'est pas aussi de retarder les choses ? Parce qu'on sait qu'un RIP, ça prend des mois. Ça prend 9 mois. Pour que les signatures de 1/10 de l'électorat puissent être recueillies, il faut du temps, il faut faire campagne, donc ça prend 9 mois. L'objectif est à la fois de retarder
et sur le fond, eh bien, d'aboutir, en mobilisant évidemment le peuple, Oui. d'aboutir à faire barrage à cette réforme et évidemment à infliger un camouflet Oui. au gouvernement et au président. Rappelons que si les signatures sont obtenues, c'est l'Assemblée et le Sénat qui se saisissent du texte, et si dans les 6 mois, elles n'arrivent pas à voter un texte, il y a un référendum. Mhm. Là, ça peut prendre tout ceci beaucoup de temps. Ah oui, effectivement. Alors, on va pas avoir le temps de passer tous les sujets en vue, mais on voit qu'à travers cette réforme se pose maintenant un sujet d'ordre et de paix civile, avec tous les soirs des incidents répertoriés dans de nombreuses villes, des insoumis qui poussent à l'insurrection. Le terme est employé par le député insoumis Antoine Léaumont, hein, je le dis à dessein. Jean-Luc Mélenchon, lui, évoque la nécessité d'une censure populaire. Et face à cela, Emmanuel Macron, pour l'heure silencieux, doit prendre la parole. On l'a appris il y a quelques minutes. Demain, à 13h, dans les JT de 13h, les JT de la mi-journée de TF1 et de France 2, pour dire quoi, Olivier Roucan? Écoutez, Ah oui. pour dire quoi? Je pense qu'il doit indiquer la suite, le chemin qu'il souhaite suivre. Et il doit notamment s'exprimer sur le gouvernement. Est-ce qu'il veut le remanier? Est-ce qu'il veut redonner une cohérence à cette équipe ou est-ce qu'il veut en changer? Et notamment au sujet de sa première ministre. Bon, quel cap veut-il que le gouvernement suive dans les semaines ou les mois qui viennent? Parce que là, il y a une usure prématurée de ce gouvernement. Avoir nommé Elisabeth Borne et l'user en 6 mois, c'est quand même assez inédit. Donc, il faut redonner du souffle. Est-il en mesure de le faire dans le contexte que nous connaissons? Peu de personnes le croient, mais nous écouterons son intervention demain. Il y a toujours plus de questions que de réponses à l'heure où l'on se parle. Merci d'être venu ce matin nous voir sur Europe 1. Merci de vos lumières. Olivier Roucan, politologue, enseignant-chercheur au CERSA, invité d'Europe 1 matin. Bonne journée à vous.